nos derniers intervenants de la journée qui vont conclure ce parcours historique, puisque nous accueillons Soline Antor-Baptiste et Nicolas Baptiste. Nicolas est docteur en histoire médiévale, spécialiste de l'histoire de l'armement. Alors, on verra s'il y a des dragons dedans ou pas. Soline est docteur en histoire moderne et spécialiste de l'histoire du vêtement. Et ils travaillent ensemble sur la question de la corporalité dans l'histoire, avec cette articulation entre réalité et représentation. Alors, sous le nom des geekstoriens, ils étudient le lien justement entre histoire et pop culture et la réinterprétation de la culture matérielle, patrimoniale, dans les œuvres de fiction à l'écran. Hein. C'est aussi pour ça qu'on voulait qu'ils viennent nous parler de House of the Dragon aujourd'hui. Alors, si vous voulez suivre un petit peu leurs travaux, parce qu'encore une fois, on est sur un groupe très dynamique, ils présentent leurs recherches dans des ouvrages, dans des articles, mais également à travers d'expositions dans différents musées un peu partout en Europe, hein, d'ailleurs, si j'ai bien compris. Et vous pouvez retrouver notamment le catalogue de l'exposition Pop Armes, Fantastique Armes et Armures dans les mondes imaginaires, qui est sorti chez Infolio en 2019 et qui reprend j'ai envie de dire, très finement et aussi très joliment, parce que c'est aussi un très bel objet, cette exposition. Ils vont nous parler pour ce séminaire de corporalité médiévaliste, avec ce sujet corps, vêtements, armement, le Moyen-Âge à l'épreuve de la modernité. Je vous laisse la parole. Merci, quelle belle présentation. Oui, voilà, rien à ajouter. Merci beaucoup de l'invitation. On va partager notre écran et c'est là que, voilà, on va faire... il faut qu'on autorise. Évidemment. Et forcément, on ne l'a pas fait avant. Et pourquoi? Vérifier, cliquer sur le cadenas. Oui, en tout cas... Voilà. Merci pour cette observation sur le catalogue qu'on a cofinancé avec le musée qui a permis l'exposition. On va être obligé de quitter et réouvrir finalement, apparemment. Voilà. J'espère qu'ils vont pouvoir revenir rapidement. C'est les soucis, hein, toujours techniques. On a beau avoir subi plus de 2 ans de confinement, je crois que il faut le temps à chaque fois qu'on s'adapte à la technique. C'est même terrible parce que, tu vois, nous, ces 10 dernières semaines, on a fait genre un Twitch par semaine et on a quand même réussi à chaque fois. Bon, alors là, on n'entend pas machin. Bon, J'en profite pour partager dans le chat une vidéo que les Geekstoriens avaient fait avec la garde de nuit sur les costumes, les armes de Game of Thrones. Longue vidéo de 2 heures et quelques, je crois, vraiment passionnante sur l'analyse des armes et des armures. Et pour vous rappeler, de ne pas hésiter à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure des communications. On les note et on y répond après si vous avez des questions, y compris si vous avez des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. On l'a peu dit, mais évidemment, on ne prétend pas ici avoir la vérité absolue. On propose des hypothèses, des rapprochements. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à venir nous signaler. Tout à fait, et c'est vrai que c'est aussi tout l'intérêt d'un séminaire de recherche, c'est que voilà, on est là pour tester des choses et pour confronter un petit peu tout ça, donc n'hésitez pas. Nos collègues sont de retour, magnifiques, ils ne nous ont pas abandonnés lâchement. Non. Excusez-nous du retard, et donc on embraye tout de suite. Très bien, n'hésitez pas. Diaporama. Voilà, alors donc je laisse l'introduction à Soline et du coup, je passe rapidement. Et je conclurai si on a le temps. Voilà. Et donc voilà, tout d'abord, merci de nous avoir invités. Et c'est vrai que on aime bien décortiquer les apparences et la culture matérielle dans les séries liées aux univers de Game of Thrones parce qu'ils sont très construits, justement. Il y a quelque chose de très précis pour créer en fait une culture à l'écran. Et c'est vrai que généralement, les créations de fantasy, comme on dit, convoquent normalement le Moyen-Âge et les showrunners eux-mêmes parlent d'un univers médiéval quand ils s'expriment sur leur création.
Mais on va voir que pour construire une silhouette médiévaliste, un corps médiévaliste, on va reprendre ce qu'on imagine être des poncifs médiévaux, mais finalement qui vont bien plus renvoyer à la modernité qu'au Moyen-Âge. Et merci Florian de nous avoir glissé habilement vers la période médiévale. On va rapidement brasser le corps armé médiévaliste, un corps renaissant avec le mythe de l'armure et des armes blanches complètement iconiques. On abordera le costume avec un modernisme du médiévalisme, néo-gothique, néo-renaissance, une mode masculine sous influence, on en parlera. Et puis, on s'est intéressé aussi à la question du corps, puisqu'on parle des corporalités, soins du corps et corps meurtri. Et on verra la question de la mort du roi et de l'accouchement qui est très présent dans la série. Et je vais tout de suite laisser la parole à Nicolas concernant le corps armé. Et oui, on ne s'est pas intéressé particulièrement aux dragons, malheureusement, pour décevoir un petit peu les amateurs de comparaison avec les bombardes des princes médiévaux, mais ce serait très intéressant de les voir comme une espèce d'artillerie à décortiquer. Merci Florian pour cette petite comparaison. Donc, on s'est intéressé au corps humain. Alors, forcément, comme en tant que spécialiste des armures, ça m'a beaucoup intéressé. Je ne cache pas une certaine déception parce que je m'attendais à des innovations ou des nouveautés ou des choses que j'ai malheureusement pas toujours trouvées. Mais surtout, j'ai retrouvé des poncifs de la première série, pas toujours heureux, c'est-à-dire des choses qui n'étaient pas fortiches, et surtout des emprunts à d'autres œuvres, comme par exemple les cuirasses qu'on peut voir à lamelles comme ça, qui viennent plutôt de Lord of the Rings et de l'imaginaire d'Alan Lee. Et j'ai trouvé ça étrange parce que c'est vraiment flagrant. Et donc, ça a été critiqué par d'autres. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est pas tellement l'emprunt, ça peut être vu comme un hommage, mais c'est le fait que on ne retrouve pas une fonctionnalité qui existe dans les armures réelles. Alors, comme d'habitude, Florian disait en introduction de son intervention, on est dans le médiéval parce qu'il y a des armures. Or, en fait, dans nos imaginaires modernes et contemporains surtout, on se rend compte que les armures qu'on imagine médiévales sont quasiment toutes de l'époque moderne et de la Renaissance. D'abord parce que nos musées sont plus riches d'armures de la Renaissance que d'armures médiévales. Il n'y en a quasiment aucune qui a été conservée en entier. Donc, c'est normal qu'on les accomplisse de cette manière dans nos imaginaires, mais aussi parce que les œuvres fictives, les tableaux du pré-raphaélisme ou d'autres époques ou du néo-gothique ont mis en scène les armures de la Renaissance dans des décors du Moyen-Âge. Et donc, forcément, ça a nourri un imaginaire que les films reprennent, tout comme les costumes qui en font aussi le raccourci. Donc, il y a un mythe de l'armure articulé dans nos mentalités et qui se retrouve totalement dans la série Game of Thrones. Ces armures, en fait, elles sont dans la série quand même intéressantes. Hein, je ne les condamne pas comme ça de but en blanc. Il y a des innovations complexes qu'on attendait dans le corps de Daemon, évidemment, qu'on va trouver, et qui fait plutôt référence à des armures de la Renaissance, même des armures maniéristes ou des armures de la Nouvelle Antiquité, enfin d'une espèce d'anachronisme héroïque, on va dire des armures à l'héroïque, qu'on peut trouver dans des armureries comme la Real Armeria de Madrid ou bien d'autres collections, et qui vont emprunter au moins un aspect pratique des cuirassiers, des reîtres du milieu du XVIe siècle, que je trouve assez intéressant. Et après, je vous ai mis quelques exemples justement en adéquation. Par exemple, les petites tassettes qui couvrent les cuisses. En fait, le problème à l'écran, c'est d'avoir une armure assez amovible qui permet quand même de couvrir une grande partie du corps que le figurant va porter, mais qui peut s'enlever rapidement, ne pas trop le contraindre. Par exemple, les gantelets, on ne voit quasiment jamais de représentation de gantelets dans les séries, parce que c'est complexe à produire en série, c'est complexe à produire comme objet. Donc, on voit des espèces de simili-gantelets qui couvrent le dessus de la paume, des espèces d'avant-bras qui sont bouclés sur l'intérieur du bras, et c'est tout, c'est très schématique. On voit des grandes bottes avec des pseudo-genouillères attachées en haut des bottes,
qui remplacent les jambes articulées. Il y a ce genre de raccourci. Et la série va totalement aller dans ce sens et inventer un corps articulé qui est en fait fin. Ce qui est normal, hein, on retrouve ça dans Lord of the Rings aussi. Alors moi, j'ai reconnu évidemment des objets authentiques qui existent dans des collections, mais qui sont un peu schématisés pour être pratiques. Évidemment, j'ai été choqué un petit peu de l'utilisation des armures en gardant les têtes ouvertes, c'est-à-dire on voit les visages des acteurs. Cette pratique, elle n'est pas du tout avérée dans la réalité des tournois et surtout de la guerre au Moyen-Âge et à la Renaissance, par danger, hein, on ne porte pas un casque avec une visière pour rien, c'est pour se protéger la tête et le visage. Ça ne servirait à rien d'avoir un visage complètement ouvert dans lequel la lance peut rentrer tout de suite. Ça n'arrive que sur des accidents, comme par exemple celui d'Henri II. Donc, ce n'est pas censé arriver. Mais par contre, il y a quand même une pratique une espèce de courage téméraire qui prête à des gens en tournoi de relever sa visière pour faire des combats, comme Jacques de Lalaing, par exemple, ou bien d'autres personnages qui sont décrits comme étant un peu trop téméraires. Donc, cette pratique pourrait être collée à Daemon, par exemple, qui fait un espèce de fi de la sécurité en ne portant pas ses visières. C'est possible. En tout cas, son casque avec le dragon à l'avant, qu'on pourrait appeler une barbute en termes techniques, renvoie plutôt à des bourguignottes de la Renaissance qui sont dues à la cour des princes et à cette fascination des corps héroïques. Donc, je vous ai mis une bourguignotte qui est conservée à Moscou. Et alors, évidemment, on ne peut pas faire l'absence de parler des armes blanches, parce que pour cette série, ils ont fait appel donc, à un maître des épées, qui est Peter Johnson. Sans doute parce que Peter Johnson avait réalisé des épées un peu fantastiques, mais plutôt qui faisaient appel à l'imaginaire grec de l'Antiquité. Récemment, il avait fait une exposition là-dessus, et comme c'est un ami personnel, il nous a averti qu'il allait travailler sur cette série avant que ça soit vraiment diffusé. Donc, on a suivi un petit peu son parcours. C'est toujours un peu complexe d'avoir accès à des informations parce qu'ils sont quand même tenus à de la confidentialité. Donc, ils ne peuvent pas diffuser des images. Donc, on n'a rien vu. On a juste eu une anecdote comme ça en direct parce qu'il nous a informé de ça. Mais donc, on a eu plaisir à découvrir son travail à l'écran. Et donc, notamment, il a convoqué des imaginaires plutôt de la Renaissance pour les armes. Même si on pense que la silhouette, par exemple, de Blackfire est davantage médiévale, en fait, elle est plutôt due à des épées tardives ou à même des épées du collectionnisme du 19e siècle, plus que des épées réellement médiévales. Par exemple, Dark Sister emprunte totalement aux épées, aux estocs saxons ou germains de la toute fin du 15e siècle, début du 16e, du règne de Maximilien Ier, en fait, sur lequel il a été chercher des tas d'éléments et il a simplifié la silhouette en enlevant les anneaux de la garde qui généralement sont assez présents. Et Blackfire, elle, fait appel à un imaginaire que j'aime évidemment beaucoup, c'est les épées d'investiture. On va retrouver l'épée du connétable de France à Paris, par exemple, qui a des similitudes de silhouette, avec une lame avec un très fort ricasso, donc c'est la partie de la lame près de la garde, et une très longue pointe, comme une épée, un peu menaçante. Cet aspect-là avait été utilisé notamment pour l'épée de Dracula dans le Dracula de Coppola, avec une arme qui menace presque le spectateur. De sorte qu'on peut ressentir une identité de l'épée au travers de son maniement. Et donc, il y a des petites surprises intéressantes. Donc, par exemple, les dagues des Vélarions et des Targaryens à leur ceinture, ça n'a pas échappé à l'œil de plusieurs spécialistes. Ce sont des petites dagues à oreilles qui sont typiques de l'Espagne des Nasrides et donc qui sont anciennes, hein, elles viennent d'Iran et de Perse à l'origine, et elles sont simplement encore présentes dans l'imaginaire de l'armement du XVe siècle, et on les retrouve après dans une bonne partie de l'Espagne, mais surtout, elles vont séduire les jeunes princes des cours de la Renaissance. Là, on a par exemple un tableau qui représente le roi Édouard VI avec une de ses dagues à la ceinture. Tout comme on peut trouver Corlys Velaryon avec exactement la même dague à la ceinture. Cette dague, il y en a un très, très beau modèle qui a été attribué à Boabdil et qui n'est pas forcément de ce souverain, mais en tout cas, elle est conservée à l'Armeria Real de Madrid dans la collection royale, et je vous en ai mis quelques exemplaires, dont une qui est conservée au Royal Armouries à Leeds et qui en présente plusieurs faces. Ce type d'arme n'avait jamais été utilisé encore vraiment dans des séries, et donc cette occasion-là nous permet de pouvoir en parler, ce qui est assez intéressant.
Et donc, je passe la suite à ma chère et tendre épouse qui va vous parler du modernisme, du médiévalisme. Voilà, on cravache un peu parce que, comme tous les autres sujets, en fait, on peut en parler pendant des heures. Forcément, voilà, moi, en tant qu'historienne du vêtement, les costumes m'intéressent beaucoup, même si je m'intéresse aussi aux armes et aux armures. Vous le savez. Dans une fiction, on sait que les costumes sont hyper importants parce que ça va d'une part définir le caractère de chaque personnage, mais ça va aussi permettre de créer un univers culturel. Et on s'aperçoit rapidement, en fait, quand on regarde les costumes de la série House of the Dragon, comme c'était le cas déjà pour Game of Thrones, que le costume médiévaliste, c'est en fait un patchwork historique. Alors, on pourrait parler de nombre de costumes. Je me suis focalisée sur une des robes rouges de Rhaenyra, parce que je l'ai trouvée hyper intéressante à décortiquer. Alors, c'est intéressant parce que la costume designer, Jani Temim, elle a elle-même dit que pour essayer de s'éloigner en fait de la période de Game of Thrones, elle s'est tournée vers à la fois la Renaissance, donc quelque chose qui est après le Moyen-Âge, et vers les Byzantins, donc quelque chose d'avant le Moyen-Âge, pour essayer de créer un mélange crédible à l'écran. Et cette robe, donc, elle est très intéressante parce qu'on y voit une espèce de fraise, une collerette, en plus des broderies. Et j'attire aussi l'attention sur la coiffure. Et en fait, cette tenue renvoie à la fois à la Renaissance, effectivement, avec une fraise ou un col comme ça dressé, mais surtout renvoie au style troubadour, c'est-à-dire déjà une réinterprétation de la Renaissance, donc un mouvement néo-renaissant qui va avec le néo-gothique, qui a été mis en avant au début du 19e siècle. Et on peut vraiment faire la comparaison entre les deux. Et ici, donc voilà, vraiment l'inspiration de base, et vous voyez à quel point donc la coiffure est également reprise sur la coiffure de Rhaenyra. Et cette mode néo-renaissance, cette mode troubadour, eh bien, on va la retrouver sur des gravures de mode tout au long du 19e siècle, tout au long des premières décennies du 19e siècle, avec des crevés, des collerettes, une structuration du buste, et on peut directement en faire la comparaison avec des portraits du milieu du XVIe siècle. Et puis, il y a, au-delà donc de ce col, je me suis intéressée également aux manches, puisque dans cette robe rouge, eh bien, on voit apparaître le bout des manches en voile très, très élégant autour des poignets de Rhaenyra. Et on peut voir à la fois eh bien, de nouveau cette inspiration Renaissance d'un côté, avec ce portrait de Doña Isabel. On est vraiment en plus là sur le rouge et le voile blanc de la chemise opulente en dessous. Donc on montre sa richesse au travers à la fois des décorations et de l'étoffe, et puis de la mode troubadour également, qui va réinterpréter la première Renaissance italienne. Et puis, il y a un petit point sur lequel je vais revenir, c'est que dans Game of Thrones, on avait beaucoup d'utilisation du corset. Toutes les tenues étaient corsetées, étaient armées de baleines. Or, là, si on regarde les tenues, moi, j'ai vraiment essayé de voir s'il y en avait, et il n'y en a quasiment pas. J'en ai peut-être raté, mais pour moi, le corps est beaucoup moins tenu. Alors, on n'est pas à la même époque. Pourquoi pas? Mais c'est intéressant parce que ça n'empêche pas la fameuse scène du corset qu'on va trouver au cinéma. Et on peut prendre des exemples comme The Duchess, Outlander, Autant n'emporte le vent, voire aller jusqu'à Titanic. Et cette scène du lassage du corset, qui est généralement un moment de communication entre des personnages, alors souvent féminins et parfois
fois, voilà, dans The Duchess, on a, je pense aussi à Pirates des Caraïbes, on a l'homme qui vient. Et en fait, ce corset, ce serrage de lien est une manière de symboliser en fait le patriarcat à l'écran dans ses œuvres de fiction. Donc, je trouvais intéressant de le souligner. Et je repasse la main à Nicolas pour les tenues masculines. Parce qu'on aime bien, hein, il y a un côté fille, il y a un côté garçon, et puis des fois on change. N'importe quoi, on aurait pu se changer, mais je n'ai rien préparé, moi. Qu'est-ce que Non, non, pas du tout. Donc, effectivement, on va sembler trop typique là dans nos. Mais bon, en fait, c'était pour se répartir des instants de recherche. Et puis des instants de parole. Voilà. Donc, pour les garçons, sans pouvoir développer de toute façon tout ou un exemple en particulier, il y aurait tellement de choses à dire. D'ailleurs, on attend un petit peu de voir s'ils vont faire des expositions, un tour ou quelque chose de similaire en Europe aussi, comme il y avait eu pour la première série, ce qui nous permettrait d'aller voir les objets d'un peu plus près et de déceler certaines choses, des théories qu'on peut avoir. Donc, pour suivre la même optique et réinventer le corps masculin, on va y retrouver des poncifs qu'on trouve dans la première série, qui sont quand même présents, comme une relative longueur des jupes d'hommes, qui est vraiment pour le coup assez orientalisante ou bien même indienne, hein, qui fait appel à un type de corps, même un type de sari masculin qui est déjà présent dans la première série, qu'on va retrouver ici. Et on va retrouver d'ailleurs cette chose beaucoup plus travaillée, qui va préfigurer un petit peu la cotte d'armes ou l'espèce de cotte à armée que porte Jaime dans la première série, qui est une espèce de caftan qui va être porté sous la cuirasse. Et ben, cette forme, elle va être déjà exprimée dans House of the Dragon. C'est assez intelligent parce que ça montre peut-être une espèce de primeur dans l'histoire de la mode. Je trouve ça assez intelligent de l'avoir placé là. Et donc, on va trouver des équivalents des zoupan polonais ou des kaftans ottomans ou russes qui enrichissent les collections, qui n'avaient pas été autant utilisés que ça dans la première série. Donc, on peut saluer d'avoir été chercher des imaginaires de ce genre. Et même dans les étoffes, dans les brocarts, dans les qualités qui ont été choisies par la production, on va trouver des choses qui n'étaient pas présentes dans la première série. Et qui sont davantage beaucoup plus moyen-orientaux, ottomans ou indiens, et qui peuvent préfigurer une mode un petit peu comme ce qu'on va trouver au XIIIe et au XIVe siècle en Europe, avec une foison de brocarts et de damas qui viennent de Perse et d'Iran, et qui vont avoir tendance à diminuer avec le temps et surtout à être fabriqués en Europe. Donc, on va trouver des poncifs du corps qui vont rappeler un petit peu les premiers temps du XVIIe siècle et des portraits polonais, comme la famille Radziwiłł, par exemple, avec une espèce d'élégance, des cols à l'européenne, mais une longueur de jupe et un type de manches qui vont davantage emprunter plus au caftan, ottomans et orientaux. Même les scènes de mariage, on va trouver cette espèce d'aspect sari, ou en tout cas des tissus très raides avec de la soie et puis des brocarts d'or. Cet imaginaire, ben, on va le retrouver un petit peu aussi dans les types de fermetures sur la poitrine, c'est-à-dire des espèces de petites fibules, mais en fait, ce sont des espèces de charnières, des petites broches qu'on n'a pas du tout en Occident dans l'Europe médiévale. C'est vraiment quelque chose qui vient avec les inventions modernes, plutôt des zoupan et des kaftans qui vont enrichir la mode occidentale et qui viennent, eux, de l'Antiquité, mais plutôt indienne et moyenne-orientale. Et donc, cette longueur des robes et des cottes qui vont vraiment emprunter davantage à l'Orient qu'à l'Occident médiéval. L'Occident médiéval a des longueurs de jupe au début de son époque, mais après, il y a une tendance à un raccourcissement net, notamment à cause des modes de la guerre. Et on va retrouver les longueurs de cotes uniquement pour des codes d'office ou de titres d'investiture, notamment chez les clercs, par exemple, où la robe va devenir une espèce de distinction. Et donc, c'était intéressant de trouver ces innovations réutilisées dans la série pour définir une espèce d'élégance masculine assez intéressante et mise au point de façon assez surprenante. Moi, j'ai été
ça m'a plu en tout cas de découvrir cet aspect dans la série. Et évidemment, les soins du corps ne sont pas très loin. Et donc, je repasse la parole à ma collègue. Alors, du coup, sous le vêtement, il y a le corps. Le vêtement structure le corps, le masque, et parfois permet d'oublier ses douleurs, ses manquements et ses faiblesses. Ça a été très intéressant de voir que dans la première saison donc, de House of the Dragon, il y avait plusieurs scènes de soins du corps et entre autres des scènes de bain. Et puis vraiment de soins médicaux. Globalement, c'est pour soulager des douleurs, que ce soit la grossesse d'Aemma ou les problèmes de nécrose de Viserys. Et c'est très, très intéressant parce que, justement, en fait, ce soin du corps et cette relation au bain, elle est très souvent méconnue dans les imaginaires populaires liés au Moyen-Âge. Combien de fois on entend, mais de toute façon, ils étaient sales, ils ne se lavaient pas et ils ne se soignaient pas, bien sûr. Donc, comme on se bat un petit peu contre ça, c'était l'occasion de revenir là-dessus. Et moi, j'ai été très, très intéressée par toute la décadence physique et charnelle du roi qui le mène jusqu'à sa mort, parce que moi, ça m'a directement renvoyé en fait à la mort de Louis XIV. Dont d'ailleurs on a fait un film en 2015 pour l'anniversaire entre guillemets de cette mort. Pas nous. Non, pas nous. On n'a pas. Il y a eu un film de fait. Et en fait, donc, cette agonie du roi, elle est bien connue. En fait, le roi ressent une douleur à la jambe donc, au mois d'août. Le médecin diagnostique une sciatique. En fait, on constatera une gangrène qui s'installe et malgré des douleurs absolument atroces, le roi va essayer jusqu'au bout de maintenir ses fonctions et clairement, on a l'image de Viserys qui va clopin aller jusqu'au trône pour essayer de continuer à dire je suis le roi et c'est moi. On a voilà ce monarque absolu dont Florian parlait, il est là aussi et au bout d'un moment donc Louis XIV est forcé de s'aliter, ça va être le cas aussi de Viserys qui donc tout comme le roi Soleil va plus quitter sa chambre jusqu'à son décès. Et en fait, on voit au fil des épisodes les soins prodigués au corps pour essayer d'enrayer ces nécroses. Et c'est intéressant parce qu'il y a eu plein de conjectures sur quelle est la maladie du roi. Il y a des fans qui ont pensé avoir trouvé donc, qui s'appelle une maladie qui s'appelle une fascite nécrosante. Et c'est une gangrène, hein, donc ce n'est pas très glamour. Mais on a vraiment du coup cette similitude entre ces deux monarques, celui de fiction et celui de la réalité du XVIIe siècle. Et tout comme on a les maîtres qui se penchent sur la chair royale de Viserys, eh bien, on voit donc dans le film sur la mort de Louis XIV, les médecins qui s'interrogent d'eux-mêmes sur les jambes du roi. Cette maladie, elle est très connue et on voit bien les correspondances avec des illustrations de l'époque. Et alors, vraiment, le moment du décès royal ou de cette agonie royale, moi, j'ai l'opposition entre ce Louis XIV complètement enseveli dans cette énorme perruque et ces textiles rouges, etc., avec cette petite face, et à l'opposé, le dénuement de Viserys, donc qui contraste. Mais malgré tout, on va retrouver la chemise dorée, qui peut faire écho à la robe de chambre dorée en fait de Louis XIV. Donc il y a une espèce de jeu comme ça entre luxe et décadence et puis entre les fastes de la cour et cette espèce d'isolement final.
Et puis, forcément, la question de l'accouchement, parce que s'il y a bien quelque chose qui renvoie au corps dans cette série, et là, non pas le corps royal masculin, mais le corps royal féminin, c'est la question de l'accouchement. Et c'est très intéressant. Et Florian t'avait souligné le fait que c'était intéressant. Pour une fois, on montrait en fait ce sujet de l'accouchement, ce sujet de la grossesse comme un enjeu féminin des périodes passées, et c'est bien le cas, et c'est vrai que cette description de l'accouchement comme un champ de bataille, des couches qui sont le champ de bataille à affronter, ça va emmener... et pourquoi ça ne veut plus avancer. La série, en fait, sur les 10 épisodes, il y a quand même 4 scènes d'accouchement, donc des scènes qui sont plutôt difficiles. Les showrunners expliquent qu'ils ont envie de montrer que durant la période médiévale, l'accouchement est dangereux, qu'il y avait de grandes chances d'y rester, et qu'à l'opposé, aujourd'hui, on bénéficie de la médecine et de la chirurgie. Alors, il y en a qui ont dénoncé ça, donc comme une espèce de torture de l'accouchement montrée à l'écran avec force sang et souffrance. Et puis, il y a des historiens ou des historiennes, entre autres, qui disent que voilà, c'est montré de façon grossière pour forcer sur l'image d'un patriarcat qui impose ça aux femmes à l'époque. Donc, ça mériterait à la limite une communication en entier parce qu'il y a plein de choses à en dire. Donc, voilà les 4 scènes d'accouchement. Et pour moi, ces scènes d'accouchement, elles ne sont pas médiévales. C'est-à-dire que l'accouchement au Moyen-Âge, donc on a bien des femmes qui sont au domicile de la parturiente, et on se rend compte qu'en fait, certes, il y a une mortalité élevée. La douleur, c'est quelque chose qui est lié à la rédemption, donc il n'y a pas de prise en charge de la douleur. Par contre, on accouche dans différentes positions et qui sont souvent verticales. En fait, on va être accroupi, agenouillé, debout, assise, mais très rarement couché, et on le voit sur ces illustrations. Alors qu'au XVIIe siècle, et là on arrive à la période moderne, c'est vraiment la période où on va mettre en place la fameuse position du décubitus dorsal, où on va dire, et donc c'est François Morisseau, un accoucheur français, qui va expliquer que c'est plus confortable pour la parturiente, mais aussi pour l'accoucheur, et c'est bien là que le bas va blesser. Ça s'appelle d'ailleurs la French position. Et c'est du coup répandu en Europe, donc né sous un label français au XVIIe, ça va se répandre en Europe et aux États-Unis. Et en fait, il s'avère que c'est finalement une position à la fois la plus douloureuse, la moins facile et aussi la plus risquée pour le fœtus. Donc, on est ici clairement dans une vision de l'accouchement qui est moderne. Et là, on voit donc cette fameuse position allongée qui va rester au fil des siècles la norme jusqu'à des retours aujourd'hui sur d'autres pratiques. Et alors, la question de la césarienne, puisque en fait, cette scène, elle a choqué complètement le public. Donc, en fait, la césarienne, c'est quelque chose, forcément, puisqu'il y avait un problème par rapport à des questions d'accouchement difficile et de la question de est-ce qu'il fallait sauver la mère, sauver l'enfant, le baptême, etc. On sait qu'ils ont réfléchi à ça, mais que pendant longtemps, en fait, on a pratiqué des césariennes que sur des femmes mortes. Parce que effectivement, si on le fait sur quelqu'un qui est encore en vie, ça va être très douloureux puisqu'il n'y a pas d'anesthésie avant les premiers accouchements sous chloroforme au XIXe siècle. Et on va, en 1581, commencer à parler de césarienne sur des femmes vivantes, mais le problème, c'est qu'on ne suturait que la plaie extérieure et que les résultats étaient catastrophiques.
Donc, il y avait une bagarre entre médecins, chirurgiens, etc. Et puis, on sait aussi qu'il y a des femmes qui ont demandé, elles, en étant en vie, à être soumis à une césarienne pour essayer de sauver leur enfant. Parce que quand on critique cette scène, puisqu'effectivement Emma est forcée, enfin on ne lui demande pas son avis, en fait, que lui serait-il resté comme alternative si en fait on l'avait laissée dans la douleur de ne pouvoir enfanter? De toute façon, elle serait décédée et on aurait procédé probablement à la césarienne post-mortem. Donc, c'est des questions qui sont hyper intéressantes, qui demandent à être fouillées, mais on voit qu'en fait, ça suscite en fait des émotions parce que ça touche à des choses qui nous sont très proches. Et on nous montre du coup un pseudo-Moyen-Âge barbare en termes de naissance et en termes de traitement de la femme, d'une part, alors que c'est quelque chose qui va être lié plutôt à la période moderne et qui va être lié aussi à des connaissances médicales de l'époque qu'on ne peut pas juger aujourd'hui. Donc, pour conclure, parce qu'on a un petit peu dépassé du temps alloué, mais on va aller rapidement, puis après, on ouvrira à une discussion, donc c'est très bien. En tout cas, nous, en termes de corporalité, on analyse très clairement cette espèce de glissement continuel, on va dire, au profit d'un enrichissement de l'univers, de convoquer des chronologies postérieures au Moyen-Âge pour nourrir le médiévalisme. C'est une tradition dans le médiévalisme de toute façon. Dès le XVIe siècle, on fantasme le Moyen-Âge et on va inventer des méthodes pour que le corps du Moyen-Âge soit différent, tout en convoquant des lieux communs auxquels les gens pourront adhérer, parce qu'il faut bien que les gens trouvent des codes, que ce soit l'élégance masculine, la violence ou bien l'armement, jusqu'à la médecine ou bien la façon dont on va imaginer les corporalités dans des périodes reculées. Et donc, c'est une certaine authenticité qu'on va essayer de recréer, parce que c'est pour faire un lien entre nos imaginaires à nous, nos codes à nous, et des périodes reculées dont on n'a pas toujours les codes, justement. Et comme déjà nous, dans nos expositions et dans nos livres sur les mentalités d'époque, on a de la peine à recontextualiser et à donner les clés aux lecteurs, ben, dans une série qui plus est à grand succès, c'est pas du tout, ça serait chiant, comme tu l'as dit, d'avoir quelque chose qui se focalise beaucoup plus sur les codes pour nous les expliquer. Ben non, évidemment, ils vont aller convoquer des choses qui font partie de notre imaginaire collectif, qui vont remplacer cette explication et qui vont substituer quelque chose sur le corps qu'on connaît mieux, malheureusement en congédiant une vérité un peu plus historique. Mais charge à nous, justement, et charge aux historiens et aux commentateurs d'en profiter, que ce soit les armes allemandes du début de la Renaissance, les dagues à oreilles ou bien même les césariennes. Le fait que ça apparaisse à l'écran, c'est un profit pour le champ historique parce que ça permet de l'évoquer dans des œuvres même de fiction, et de tisser des liens de probabilité entre les documents historiques et l'incarnation à l'écran pour justement repréciser ces inadéquations. Donc c'est de toute façon intéressant à commenter au profit des discussions qui peuvent avoir lieu. Donc on a été très friands de le lire dans cette œuvre et on ne boude pas notre plaisir de voir la suite arriver, même si on a toujours une opinion à tiroir, on est déçu sur certaines choses, mais évidemment, on est ravis sur d'autres. Donc, merci beaucoup pour nous avoir invités pour cette session et on est ouvert évidemment à vos questions sur la suite. Merci beaucoup à tous les deux, de même. Hein. Je vois que les applaudissements arrivent à très juste titre. Merci beaucoup pour cette présentation très riche. Alors, tous nos intervenants, à chaque fois, hein, vous avez conclu en disant que vous aviez déjà été trop long, mais honnêtement, on aurait pu vous écouter toute la journée. Et c'est ce que j'adorerais faire si je n'avais pas un train qui m'attendait par la suite. Mais je pense que voilà, nous aurons d'autres occasions pour continuer. Alors,
je pense qu'il y a peut-être des questions, puisque pendant votre discussion, il y a eu des débats. Alors, d'abord, entre Antiquité et Moyen-Âge, voilà, pour savoir quelle était la meilleure période, alors que tout le monde sait très bien que c'est le Moyen-Âge. Voilà, évidemment, en toute objectivité. Et ensuite, voilà, des apports, encore une fois, de précision. Alors, il y a peut-être des questions Oui, du évidemment, on public. découvrira les discussions après parce qu'on n'a pas pu les consulter pendant le. Oui, mais je comprends. On ne peut pas être On est ouvert partout. aux questions, on est ouvert aux questions, mais attention parce que j'ai une dague Targaryen avec moi, donc De poche. voilà. Très bien, il faut toujours sortir avec sa dague. Moi, j'en profite pour alors vous remercier et pour. Alors, j'ai plusieurs questions, mais j'étais ravie également, hein, comme Céline, de ces scènes de bain, même si on est là plus dans le soin du corps, justement, que dans l'hygiène à proprement parler, même si c'est bien sûr lié. Et je suis ravie que justement ça contribue à faire progresser un petit peu cette image qu'on a, hein, du Moyen-Âge sale et qui ne se lave pas, alors qu'on sait effectivement, hein, que c'est non, encore une fois, c'est une image fausse de la période. Et honnêtement, je remercie l'intermédiaire de The Witcher, qui, je pense, fait beaucoup aussi, hein, je ne parle pas tant de la série que du jeu vidéo, du 3e jeu vidéo, qui contribue aussi à populariser ces scènes de bain pour différentes raisons narrative et esthétique, je l'accorde, mais c'est toujours intéressant d'avoir ces représentations qui font évoluer justement l'image du Moyen-Âge. Et oui. Si je peux juste rebondir justement sur les scènes du bain, c'est aussi intéressant parce que dans Game of Thrones notamment, on a plusieurs scènes de bain, mais la majorité se passe à Essos, dans un motif très orientalisant et même antique, hein, mais les deux se mêlent pas mal avec toute la question autour de la sexualisation du corps des femmes. En particulier, on avait Daenerys, on avait Viserys avec je sais plus, Iri ou Jiki, enfin l'une des deux. Et donc associé là aussi, ça rappelle aussi la façon dont on avait Cléopâtre au bain, ou dans les séries antiques. Désolée, je prêche pour ma paroisse, hein, mais visiblement on est en minorité. Voilà. Ou voilà, dans la série Rome, par exemple, on a plusieurs scènes de bain avec une érotisation extrême du corps des femmes. Et du coup, effectivement, c'était intéressant de voir que là, ce sont des corps qui sont meurtris, en fait, au contraire du motif qu'on a traditionnellement. Oui, c'est hyper intéressant, justement. Pour une fois, c'est pas un bain érotique ou quelque chose de l'ordre de la sensualisation, mais là, vraiment quelque chose d'hygiénique, hein, d'hygiéniste. Et c'est intéressant de ce point de vue. Alors, pas que pour la période médiévale, parce que si, bien sûr, on dit toujours que le Moyen-Âge est une période où les gens sont sales, quand on commence à dire « Ah non, non, attention, c'est pas vrai », les gens disent « Ah non, 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 en fait, c'est après, c'est la Renaissance, c'est sous Louis XIV, les gens étaient sales, etc. » Donc, du coup, voilà, il n'y a pas que le Moyen-Âge qui est péjoré de cette image de crasse, mais la période moderne également. Et du coup, voilà, de remettre un petit peu d'eau et de savon dans tout ça, c'est pas mal. Alors, vous aviez une question que je remonte, mais voilà, dans le chat d'Arcanto, justement, sur les sels utilisés dans la série. J'ai repéré, en fait, ça aurait été extrêmement intéressant parce qu'il y a justement, c'est une des premières fois qu'on voit un peu mieux les selles des dragons, alors que dans la première série, ils en avaient parfois même pas. Ils semblaient pas avoir d'équipement de monte. Daenerys, elle montait. Voilà, comme si c'était facile. Enfin bon, il faudrait revenir là-dessus, mais en tout cas. Là, on voit beaucoup plus d'équipements et même on voit des équipements être portés, être amenés vers les dragons. Et en fait, il y a beaucoup d'objets que j'ai reconnus qui viennent de l'imaginaire des joutes, des grandes selles de joutes européennes. Et donc, ils se sont sûrement inspirés d'objets conservés parce que j'ai retrouvé des lignes un peu là-dedans. Donc, mais c'est tout un sujet, quoi. Ça mériterait vraiment d'être développé sur la vraie faisabilité d'un corps draconique avec l'emploi d'une selle et même des reines. Enfin bon, ça renvoie à tout un tas de discussions qu'on pourrait avoir là-dessus.
c'est fascinant. Je l'aurais développé avec plaisir, peut-être dans une exposition un jour. Oui, ce serait très, très sur chouette. Comment est-ce qu'on imagine les dragons utilisables en vol et avec un corps humain par au-dessus. Mais j'ai trouvé intéressant que ça apparaisse un peu plus et qu'on puisse voir de l'équipement. Et alors, voilà, cette fin avec cette opposition des dragons et de leur tempérament me renvoie à des comportements en bataille avec des chevaux de bataille qui s'emballent dans le tempérament, parce qu'en fait, les chevaux de bataille prennent énormément de temps de dressage à l'époque. Et parfois, il y en a qui se prennent au jeu, qui adorent les tournois, par exemple. Et en bataille, il y a plusieurs fois des chevaux qui s'emballent. Pas forcément par peur, mais par excitation, voire par colère, et qui ne font pas ce que le cavalier souhaite, alors qu'ils se sont entraînés ensemble. Ça suppose une maîtrise du cheval. Donc, ça ne devrait pas arriver, mais pourtant, ça arrive. Donc, on retrouve là quelque chose qui a totalement, surtout pour les jeunes chevaliers. Hein. Et donc, le fait que là, il s'agisse également d'un jeune chevalier au tempérament tumultueux et qui fasse un petit peu trop usage de son dragon, et ben, ça peut renvoyer à des joutes où il y a eu des drames de jeunes princes qui ont utilisé des équipements. La nuit, par exemple, il y a eu des princes en plein banquet où la nuit, ils étaient en pleine libation et ils ont décidé, sur des espèces de défis, de retourner aux stabulations, de retourner aux chevaux, de les réarmer et de faire des joutes sans les armures ou avec des armures partielles parce que les écuyers n'étaient plus là. Et donc, il y a eu des morts dans des cas parce que voilà, ils ont été trop téméraires avec leurs équipements. Donc, c'est intéressant parce que ça renvoie à des vrais comportements de la cour. Alors, Si ça peut répondre à vos questions. Et les débats continuent, enfin les débats, les enrichissements, c'est bien, je suis ravie de cette discussion continue également dans le chat en parallèle. Et on avait une remarque de Nathalie Amitov qui disait moi, je trouve cela intéressant de voir comment on passe d'une vision du corps pour le plaisir dans Game of Thrones. Alors, même si effectivement, on a aussi des questions de corps mutilés avec les eunuques, avec les mains coupées, etc. Donc, à une corporalité dans House of the Dragon qui évoque pas seulement la sensualité, mais aussi la douleur, une corporalité plus réelle, il me semble. Et je pense qu'effectivement, hein, ce que Soline, tu disais aussi sur les représentations des accouchements, et ce pluriel n'est pas anodin, justement, dans cette représentation, et de tout ce qu'implique, enfin une partie en tout cas de ce qu'implique la grossesse, avec notamment tout ce qui est autour du personnage de Rhaenyra, avec la montée de lait qu'elle a, avec cette passion après son accouchement où elle va porter son bébé également, qui est, je trouve, effectivement une représentation, une évolution très intéressante dans ce que propose la série. Oui, parce qu'en fait, on est vraiment proche on essaye de se rapprocher d'un corps réel. Hein. Effectivement, cette passion qui renvoie à une espèce de montée hormonale, la montée de lait qui est physiologique, contre laquelle on ne peut pas lutter. Et puis, c'est intéressant, effectivement, il y a quelqu'un qui soulignait le fait qu'elle a accouché à moitié debout, assise à genoux, on ne sait comment, de son enfant mort-né et prématuré. Et effectivement, ça nous montre d'ailleurs, en fait, ça nous parle du personnage, c'est-à-dire que elle prend en main sa douleur et elle ne se laisse pas en fait faire, entre guillemets, à se faire allonger sur un lit et soigner ou accoucher par d'autres. Elle est maîtresse de son destin et en fait, elle vit sa douleur et elle s'accouche elle-même parce que c'est certainement à la fois son instinct et une marque de sa puissance morale que les showrunners ont voulu montrer au travers de ça, quoi.
Et pour rebondir là-dessus, je vais faire référence à Domina. Regardez cette série, elle est très chouette. On va remettre sur le... Ouais, on a aussi une représentation assez régulière des femmes enceintes et des accouchements, des fausses couches, des morts aussi, alors de façon beaucoup, beaucoup moins graphique que dans House of the Dragon, beaucoup moins sanglante. Hein. Et il y a notamment aussi toute une question autour de la grossesse ou de l'accouchement qui prive la femme de son pouvoir, en fait. Le moment où Rhaenyra fait sa fausse couche dans le dernier épisode, quel moment où on voit bien que en fait, elle est, enfin, les hommes sont en train de préparer leur guerre de l'autre côté alors qu'elle est en train d'accoucher. Et il y a un épisode dans Domina aussi qui est un petit peu construit sur alors, sur un schéma un peu similaire où Olivia accouche et où en fait il se passe plein de trucs à côté qui la concernent directement, elle, sa survie et la survie de ses enfants, et en fait ça, voilà, montrer son état, à quel point ouais, ça peut être très handicapant justement par rapport à des manigances politiques ou simplement des prises de pouvoir et de fonctions, et le discours était intéressant. Et effectivement, enfin, c'est assez récent hein, de montrer à ce point autant la place, les grossesses dans les séries et même les accouchements. Dans I, Claudius, il y avait une scène d'avortement césarienne, mais c'était un truc qui a été tellement horrible que ça a été coupé au montage. La série date de 76 et c'est beaucoup plus un élément qui est là pour caractériser le personnage de Caligula, à quel point il est horrible, cruel, voilà, selon l'historiographie qu'on a de ce personnage-là, que pour le rapport à la femme en elle-même. La femme est totalement oubliée de la séquence, on se concentre sur l'homme. Et donc, ouais, c'est intéressant de voir que c'est un sujet dont s'emparent les séries et elles ont des choses à dire dessus. Ouais. Il était temps. Oui. Y a-t-il une dernière question avant que nous enchaînions avec notre table ronde avec tous les intervenants? Oui, j'en ai vu une, Justine. Attends, oui. je l'ai noté. J'ai vu Chloé Flamand qui demande la marche de la honte dans Cersei. Ah oui. Et le soin apporté ensuite à son retour au Donjon Rouge sur cette scène, que dire de son lien avec les pénitences publiques au Moyen-Âge. Oui, là, pour le coup, la scène, elle reprend vraiment pas une pénitence, hein, une punition juridique, oui. Pas une pénitence du tout hein, imposée par l'Église. Il n'y aurait pas de nudité, évidemment, dans une pénitence ecclésiastique. Donc, elle reprend une punition attestée dans quelques villes du sud-ouest de la France et du nord de la péninsule ibérique, entre le milieu du XIIe et le milieu du XIIIe, pour punir notamment les couples adultères, avec une manière d'exposer des couples adultères nus, trimballés dans la ville, souvent tirés par leurs organes génitaux ou trimballés sur un âne, par exemple. Des rituels d'humiliation publique qu'on retrouve un peu partout en Europe médiévale, mais qui se cristallisent sous cette forme. Donc là, pour le coup, c'était une reprise vraiment directe. Quoi. Et j'ai vu aussi, je ne sais plus qui dire, Arcantos juste après, dire la manière dont la série aborde la sexualité est marquée par le bad buzz autour de toute la sexposition de la saga originelle. C'est vrai, mais du coup, ça n'a pas empêché non plus des bad buzz autour de House of the Dragons. Nicolas, vous avez cité des articles très critiques sur cette espèce de pregnancy porn, etc. Donc, il y a aussi eu des critiques que je trouve assez justifiées dans le fait. Alors, c'est sûr, on a eu moins de exposition dans House of the Dragons, mais ils n'échappent pas quand même à un certain nombre à la fois de biais ou de choix qui sont assez interrogeants quand même. Après, une différence quand même qui est assez importante et qui a l'air vraiment majeure entre Game of Thrones et House of the Dragon, c'est pour les acteurs et les actrices la présence des coordinateurs d'intimité. Dont apparemment, il y a vraiment eu un gros travail là-dessus et parce qu'on commence à voir, par exemple, là, il y a je sais plus, alors j'ai vu ça passer rapidement, il faudrait regarder, mais l'actrice qui à l'origine avait été choisie pour jouer Daenerys dans Game of Thrones, qui en fait qui est revenue sur le pourquoi elle a refusé, et en gros elle s'est dit en fait je me suis retrouvée nue au milieu du désert avec un cheval à côté, et bon, voilà, et même quand ça déstabilise. Voilà. Ça déstabilise. Donc, pour le coup, une nouveauté aussi dans la gestion des acteurs et des actrices, hein, qui sont souvent, actrices en particulier, qui étaient souvent subies une forme de négligence, hein, qui peut être... Et de violence, hein, parce que clairement. Tout à fait. Et à l'inverse, si j'ai bien compris,
on n'avait pas puisqu'on n'avait pas de nudité à proprement parler, on n'avait pas ce coordinateur qui était présent sur la fameuse séquence avec les pieds d'Alice Hunt. Qui est pourtant très malsaine et qui est pensée comme telle. Hein. Et qui, voilà, donc c'est intéressant aussi de voir comment les choses doivent se mettre en place en tant qu'habitude de production, de tournage et de législation aussi, hein, parce qu'il y a aussi un cadre très, qui est en train de se réglementer autour de ça. Ça, on n'en a pas parlé, mais ce personnage de Larry Strong, là, pour le coup, c'est vraiment un personnage médiéval. Hein. C'est le personnage du pied-beau. Il y a un livre, je crois, de Karin Welchi sur ça. Le pied-beau, c'est le tordu, quoi, celui dont la perversité de l'âme est montrée par la déformité physique. Donc là, vraiment, c'est un personnage qui sort directement d'un roman arthurien du XIIIe siècle. Quoi. Oui, mais ça rejoint le fait que le corps, l'extérieur, le corps représente l'âme, bien sûr. Ouais. C'est vraiment, et on va retrouver ça, y compris sur le vêtement, chez les courtisans derrière. Donc, ouais. Tout à fait. Mais je trouve que Game of Thrones jouait avec paradoxalement un peu plus de subtilité. Il y avait Jaime Lannister qui était le beau chevalier blond, beau comme tout et qui tuait Bran dès l'épisode 1. Alors que là, j'ai l'impression qu'on est quand même vraiment revenu à vraiment cet aspect de, voilà, il a un pied beau, donc c'est un pervers. Donc on sait dès le début qu'il ne va pas être net, le mec. Ouais, c'est vrai qu'il y avait plus de subtilité, mais ne serait-ce qu'avec avec Tyrion, en fait. Hein. Oui, voilà, tout à fait, bien sûr. Et, voilà. Et du coup, je suis assez contente qu'ils n'aient pas adapté un personnage qui est dans Feu et Sang, alors qui plaît beaucoup, mais c'est vrai qu'un personnage de papier, c'est pas pareil que quelque chose qu'on voit à l'écran, qui est le personnage de Champignon, qui est un des narrateurs une des sources de cette période-là, et alors qui va cocher des clichés en reprenant Suétone et cet aspect sulfureux, mais voilà. Et oui, esthétiquement, effectivement, moi je suis assez contente qu'il apparaisse pas parce que voilà, ça fait pas partie des choses que j'attendais avec impatience parce que c'est encore une fois très malsain dans la façon dont le personnage est caractérisé.